Bonjour à tous, merci d'être présents en si grand nombre pour la première conférence de la journée, pour ce qui nous concerne sur l'Agora 1 et sans doute à distance aussi en streaming. Je suis ravi de commencer par un sujet où on va parler de ce qui existe, mais aussi on va se transposer un petit peu dans ce qui se profile en termes d'innovation technologique. Et pour ça, donc, on a réuni un panel de différentes sociétés, donc que je vais tout de suite d'ailleurs présenter rapidement. Donc immédiatement à ma droite, Benoît Maujean, qui est directeur de recherche de Timicros Technicolor. Donc qui viendra notamment nous parler d'un outil qu'ils ont développé depuis quelques années et qui continue d'évoluer en termes de fonctionnalités. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Armada Studio, Jérôme Battistelli, donc, qui est son cofondateur et qui déjà sur les environnements 3D photoréalistes, qui est vraiment le sujet qu'on va aborder durant cette heure, va pouvoir nous parler de ce qui se fait déjà aujourd'hui sur notamment le cinéma ou en matière de valorisation du patrimoine. Et puis François Bouille, donc, qui est directeur de la recherche au sein de French Touch Factory, et à ce titre-là d'ailleurs qui a une technologie innovante en matière de capture vidéo volumétrique. Donc on va se transposer dans une technologie encore différente de la photogrammétrie ou du moins de l'environnement 3D photoréaliste pour aller vers le mouvement un peu plus, et il va nous expliquer en quoi consiste aujourd'hui la technologie qu'il développe. Donc ça sera un peu la partie prospective de cette table ronde. Jérôme, je voulais commencer par vous pour faire un peu, non pas un état des lieux, mais en tout cas de vous, de votre point de vue déjà en tant que prestataire technique dans le domaine de la capture d'environnement 3D photoréaliste. Comment vous travaillez aujourd'hui? Quelles sont les évolutions technologiques dans ce domaine? Et surtout, comme c'est le thème de la conférence, est-ce qu'il y a des opportunités nouvelles aujourd'hui qui se créent pour les réalisateurs, notamment dans le cinéma? Oui, donc il y a plein de choses qu'on va aborder aujourd'hui. Je voulais d'abord remercier le Satis de nous accueillir pour cette conférence. Donc on a préparé effectivement quelques slides pour vous présenter la société. Donc Armada Studio, ça existe depuis maintenant 3 ans. On est spécialisé dans la capture scan 3D, de photogrammétrie et lidar pour les industries culturelles et créatives. Donc on intervient sur plusieurs domaines différents. Mais c'est vrai que voilà, comme je l'ai dit, on a plusieurs outils pour justement numériser des environnements et des objets. Donc oui, la société, voilà, on travaille beaucoup pour du VFX. Donc on a tendance à numériser des décors réels et des décors construits par les chefs déco notamment. Donc en fait l'idée c'est de mettre, je dirais, notre savoir-faire en fonction du sujet à numériser, donc qu'il s'agisse d'environnement ou d'objets, d'intérieur, extérieur. Donc on utilise différents outils, lidar, photogrammétrie. On a effectivement un travail avec des drones quand il s'agit de point de vue aérien pour numériser des bâtiments notamment en hauteur. On a collaboré, on a fait pas mal de tests sur des sujets plus petits, notamment avec Spline sur des motion control, pour faire voilà, des tests de numérisation de manière un peu plus précise. Et on travaille aussi des fois avec des scanners à main, quand on a des problèmes au niveau des matériaux qu'on numérise, quand il y a beaucoup de réflexions ou des sujets un peu complexes. Donc voilà, on change d'outil en fonction du sujet à numériser. Et pour parler un petit peu plus je dirais de vertical au niveau des ICC, donc on travaille beaucoup, notre cœur de métier c'est vraiment les effets spéciaux. Donc voici quelques projets pour lesquels on a travaillé notamment cette année, Emilia Pérez et The Substance, qui sont un petit peu les derniers projets des derniers mois qui sont sortis récemment. Je voulais faire aussi une petite parenthèse au niveau des VFX. En fait, on est très content parce que sur ces 3 dernières années, en fait, on note que surtout sur cette dernière année, sur l'année 2024, c'est notre plus belle année en termes de prestations pour du VFX et notamment du VFX destiné aux projets qui sortent en cinéma, qui sortent en salle. Pas spécialement des projets plateformes. Donc en fait ça veut dire que quelque part toute cette éducation, toute cette pédagogie qu'on a fait auprès des superviseurs VFX, elle a porté ses fruits, puisque ça vient plus seulement, cette demande elle vient plus seulement des cahiers des charges américains, des plateformes de numériser des décors, elle vient vraiment de superviseurs VFX qui ont trouvé pertinent le fait de numériser des décors, que ce soit pour des besoins techniques, tracking, match move, pour de l'extension de décors.
Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, on est vraiment content et on a fait entre 6 et 10 projets VFX cette année. Donc voilà, qu'on peut pas évidemment vous montrer pour l'instant. Mais Est-ce qu'on peut dire 2 mots peut-être sur, parce on est beaucoup peut-être à avoir vu Emilia Pérez, ce film, donc ouais. ce que vous avez fait, quelle était la demande créative au départ de... Donc on a travaillé, c'était beaucoup pour du tracking, match move notamment, parce qu'il y avait beaucoup de mouvements, il y avait beaucoup de steadicam. Et on a notamment travaillé sur les séquences de l'appartement, mais surtout de la clinique aussi, où on a numérisé ces décors-là. Donc Cédric Fayol, le superviseur VFX, nous avait demandé particulièrement sur la clinique, qui était un décor complexe avec des matériaux réfléchissants, qui était assez blanche, je dirais, enfin voilà, assez unie. C'était pas évident de numériser, d'avoir de la data capture correcte pour que les graphistes puissent travailler. Donc ça faisait un petit peu partie des défis sur ce projet-là. Donc voilà. Pour la partie VFX, on pourra y revenir évidemment après. Je parlais d'industrie culturelle et créative. C'est vrai qu'on intervient aussi donc pour du jeu vidéo. On a travaillé donc pour Skydance Media sur le jeu qui est en cours de production, qui sortira l'année prochaine, Rise of Hydra, où en fait la demande était de numériser un maximum de toitures parisiennes pour justement pouvoir être réintégré dans le jeu. Donc il y a eu tout un travail après qui a été fait de retopologie et de pouvoir travailler de manière procédurale pour que les assets soient réutilisés et réimplémentés dans le jeu. Donc c'est une autre effectivement utilité du scan 3D aujourd'hui vis-à-vis de ce média-là. On intervient également aussi, alors de manière, je dirais, plus sporadique sur le patrimoine. C'est pas notre cœur de métier, on fait pas spécialement de la préservation patrimoniale, mais malgré tout, le patrimoine aujourd'hui, c'est, je dirais, un terrain d'expérimentation scénographique pour pas mal de gens, pas mal de spectacles. On voit de plus en plus de vidéo mapping, et c'est vrai que la numérisation de bâtiments pour le mettre en valeur, c'est devenu quelque chose, enfin voilà, vraiment un marché en soi, et on a régulièrement des demandes pour ça. Donc ça fait partie aussi, on a un cahier des charges très précis vis-à-vis de la hauteur des bâtiments quand il s'agit de cathédrales. Donc là, la collégiale de Notre-Dame-en-Vaux, sur les hauteurs, comment on peut mettre en avant le monument et faire une capture qui soit suffisamment, je dirais, détaillée pour que les gens puissent travailler derrière sur l'existant, qu'il s'agisse de vidéo mapping ou de valorisation patrimoniale. En matière de valorisation du patrimoine, souvent on est sur des expériences plutôt immersives, j'imagine, comparé au cinéma, où là c'est plutôt la caméra, le réalisateur qui fixe le... Ouais, comme je l'ai dit, on a souvent des demandes vis-à-vis du vidéo mapping. Après, nous, sur la partie patrimoniale, comme je dirais, quand on fait une numérisation 3D de manière générale au cinéma pour des VFX, en décor naturel, ça intervient surtout sur des lieux qui sont connus du grand public, qui ont une forte valeur patrimoniale, une forte valeur narrative, voilà. Et donc voilà, c'est vraiment ça qu'on va essayer de prôner, et on travaille de plus en plus avec les institutionnels, on y reviendra peut-être après, mais sur l'aspect, je dirais, gouvernance et préservation, pérennité des données en fait. Voilà. Donc c'est un autre sujet, mais c'est vraiment important aussi aujourd'hui. Donc voilà, après on a préparé une petite vidéo en fait qui illustre un petit peu, je dirais, notre travail sur le terrain, si on peut nous l'envoyer. Donc on va revoir effectivement donc plusieurs numérisations, notamment au Louvre, qui là pour le coup est un projet fashion pour illustrer, je dirais, une introduction à un défilé de mode. Donc là, comme je disais tout à l'heure, sur le motion control, ça nous permet effectivement d'avoir du plus de maîtrise sur la numérisation qu'on va faire. L'idée par rapport à tous ces projets-là, c'est vraiment qu'on puisse se déployer, comme je l'ai dit, en fonction du lieu et du sujet à numériser. Si vraiment on a je dirais, un intérieur assez grand, un extérieur, on va avoir recours à plusieurs scanners laser. Si on a des bâtiments en hauteur comme ici, on va utiliser le drone pour justement numériser le bâtiment. On travaille aussi, j'en reparlerai en toute fin de présentation, sur un nouveau service qui peut être effectivement intéressant pour les créateurs, qui est le virtual scouting, donc le repérage virtuel, où en fait on commence à numériser pas mal de décors de rues parisiennes
pour se projeter là où il y a régulièrement des tournages et je dirais développer un outil qui serve de repérage avant même que les équipes, notamment si elles sont à l'étranger, puissent intervenir et puissent faire un petit peu une prévisualisation du lieu existant, quoi. Et, par contre, un repéreur ne va pas utiliser un lidar a priori. Donc, non, en fait, c'est nous qui mettons un petit peu à disposition ces outils-là, mais c'est complémentaire, je dirais. C'est complémentaire. C'est plus pour le client, effectivement. Et donc là, qui suit, on a récemment sorti une démo qui montre à la fois artistiquement ce qu'on peut faire à partir de scan 3D. Donc on peut retravailler tout ce qui est nuage de points, retravailler la 3D, la rééclairer, etc., faire des rendus plus artistiques. Donc ça regroupe tous les projets qu'on a réalisés récemment, notamment au Louvre et dans différents environnements. Et aujourd'hui, entre le temps passé sur la capture en elle-même et le post-traitement, est-ce qu'il y a des workflows qui s'améliorent, qui s'optimisent de ce point de vue-là? Alors c'est vrai que je parlais du jeu vidéo tout à l'heure. Le temps réel, c'est un vrai sujet aussi pour qu'on puisse délivrer des assets qui soient real-time ready, j'ai envie de dire. En fait, nous, on cherche vraiment à tout ce qui arrive aussi au niveau du Gaussian splatting, au niveau des différents outils qu'on voit fleurir, ça permet de nouvelles choses. Et là, je parlais beaucoup je dirais récemment, au niveau de la virtual production aussi, on a des demandes. On n'avait pas beaucoup de prestations pour des productions virtuelles parce qu'on a un workflow qui est assez lourd en termes de 3D. Et typiquement, ces innovations-là, elles peuvent nous permettre d'intégrer des solutions et on a des vrais sujets à travailler autour de ça. Donc la période qui arrive là prochainement, elle est très intéressante pour tout ça, je pense. Très bien, ça fait une bonne transition, mais on aura l'occasion de ouais, tout à fait, re-questionner ces nouvelles technologies avec vous, Jérôme. Pour passer la parole à Benoît, puisque au travers de Micros et toute votre activité recherche, vous avez développé un outil open source Meshroom que je vais vous laisser présenter, mais que beaucoup de gens connaissent déjà, puisqu'il existe depuis quelques années déjà, mais qui continue d'évoluer et qui va encore évoluer dans l'avenir, donc sur notamment la position de caméra, l'HDR, et puis peut-être aussi l'IA, et le machine learning. Ouais. Merci Marc. Donc, je m'appelle Benoît Maujean, je suis directeur de la recherche chez Technicolor. Merci donc le Satis et merci Cap Digital avec Marc qui nous avoir invités. Donc pour ceux qui ne le savent pas, donc Technicolor c'est un groupe international qui propose des services de création de contenu pour 4 marques, donc MPC pour les séries, les films, 2000 pour la publicité, Micros Animation pour les longs métrages et les séries d'animation et Technicolor Games pour le games. Voilà. Alors effectivement, on a développé depuis bientôt plus d'une dizaine d'années 2 choses en fait complémentaires, un framework open source qui s'appelle Alice Vision et une interface graphique qui s'appelle Meshroom. En fait, l'idée c'est d'avoir un outil complet qui permet de transformer toutes les données 2D qu'on récupère au tournage, que ça soit à partir de DSLR, donc d'appareils photonum, ou à partir des caméras de live action, et d'avoir donc une représentation cohérente spatiale 3D où on reconstruit cet univers 3D à partir de l'univers 2D. Alors, comme le disait Jérôme, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces outils-là, en fait, sont utilisés par les VFX, puisque le VFX, c'est justement d'ajouter des images de synthèse sur des images qui sont tournées, mais également par d'autres verticales d'industrie, et ça, c'est vraiment intéressant pour nous. Jérôme a parlé du patrimoine, donc nous, on travaille beaucoup avec les archéologues, mais aussi la chirurgie, l'exploration spatiale, et c'est un peu pour ça aussi qu'on s'est positionné en open source, c'est justement pour avoir ces partenariats multiples. Le logiciel a été téléchargé plus de 2 millions de fois depuis qu'il a été créé, donc il est vraiment utilisé dans d'autres secteurs. Alors en résumé, Meshroom c'est ça, c'est un outil qui permet de passer d'outils 2D, de données 2D à une représentation 3D. Donc c'est un peu une boîte à outils, je vais insister là-dessus. Donc c'est un framework nodal qui permet d'automatiser un certain nombre de tâches. On peut travailler en local, mais on peut aussi travailler en batch processing, en traitement par lot sur une render farm. C'est un outil open source, j'ai déjà dit, et donc on met à disposition des binaires pour Windows ou pour Linux. Et vous avez la référence du GitHub qui héberge les codes sources et les binaires. Un petit mot sur les licences open source qui sont très d'actualité en ce moment.
À gauche, vous avez les licences permissives, justement, qui n'ont aucune obligation au niveau de l'intégration des librairies logicielles, de leur redistribution. À droite, vous avez les librairies logicielles qui sont copyleft, donc qui obligent à utiliser le même type de licence si vous intégrez ces librairies dans vos codes. On parle de contamination de licence. Et nous, on est au milieu. On est donc la MPLv2, là, ce site particulier, c'est pour ça que je le cite, c'est que si vous modifiez la librairie logicielle, ces modifications, si vous le redistribuez, vous les mettez au pot commun. Par contre, ce n'est pas contaminant. Vous pouvez intégrer ça vous pouvez faire vos nœuds propriétaires, etc. Et il y a une petite attention particulière sur l'intégration de brevets qui doivent être intégrés de manière transparente par les partenaires. Il n'y a pas de brevet caché. Alors, le premier pipeline historique de Meshroom, c'est la reconstruction 3D qu'a évoqué déjà. Voilà. Donc, effectivement, ça sert à ça sert à étendre des décors, ça sert à intégrer des assets 3D par rapport à des images de tournage. Ça sert aussi de référence du caméra tracking. Alors là, j'ai une vidéo, mais qui ne va pas jouer, donc c'est pas grave. Voilà. Donc là, vous avez une idée, en fait, de ce qu'est l'interface de Meshroom. Donc sur la partie en haut à gauche, vous avez un chutier d'images en entrée. Au milieu, pour chacune de ces images, vous avez une représentation de données avec l'affichage de toutes les métadonnées qui sont associées à ce fichier, la focale, etc. Et sur la partie droite en haut, vous avez donc cette représentation 3D avec plusieurs couches d'affichage possibles, le maillage texturé, le maillage éclairé de manière uniforme. Et en bas, donc, vous avez le pipeline nodal, donc, qui permet de détailler toutes les étapes qui sont nécessaires à la création ici d'un environnement 3D, et surtout de mettre en cache chacune des étapes, et donc de ne recalculer que ce qui est nécessaire à chacune des étapes. Et à droite, vous avez pour chacun des nœuds les paramètres de ce nœud. Alors, le deuxième pipeline historique, et ça c'est important quand on fait des VFX, c'est d'être capable de rééclairer les images de synthèse avec la même lumière que celle qui est utilisée sur le plateau. Donc là, on fait ce qu'on appelle un panorama HDR en haute densité dynamique, donc il va chercher les détails en très basse lumière, très haute lumière, et donc on crée une map d'environnement 360 qui va permettre de rééclairer les objets CG, les objets de synthèse, avec la même lumière qu'il y a sur le plateau. Donc là, il y a plusieurs techniques. On peut utiliser des fisheyes, on fait tourner le fisheye de 4 positions, et dans chacune des directions, on va faire différentes expositions, où il y a la méthode un petit peu plus musclée, qui consiste à utiliser une tête rotative, et là, on fait beaucoup plus de prise de vue dans toutes les directions, toujours avec plusieurs expositions. Donc on fusionne tout ça en images HDR, on les stitch, et donc on a une map d'environnement, comme vous pouvez voir là, toujours dans un autre pipeline, donc dans Meshroom. Là, ici, c'est avec un round shot. Mais encore une fois, on peut faire du traitement par l'eau. Du coup, vous revenez de votre tournage et vous faites du traitement par l'eau. Vous générez un peu comme ça en série vos panoramas. Le dernier pipeline qu'on a mis à disposition en open source toujours, là, c'est le suivi de caméra. Alors, le suivi de caméra, ça consiste à estimer la trajectoire de la caméra de tournage pour pouvoir superposer une caméra CG qui va justement filmer, entre guillemets, les images de synthèse avec la même caméra, au pixel près, donc avec la même distorsion optique, avec la même position dans l'espace et dans le temps. Alors, l'originalité, c'est que justement, là, on vient faire ça de manière automatique. Donc là, l'idée aussi, c'est de faire un traitement par l'eau. Alors évidemment, avec des conditions un peu particulières, puisque en cinéma, on a peu de profondeur de champ. Le point est plutôt fait sur l'acteur, mais l'acteur, il bouge et pas de chance, on veut justement traquer le fond du décor. On a des lentilles anamorphiques, donc qui ont des grosses distorsions optiques sur les bords. On a des variations de lumière très importantes pour intensifier l'aspect dramatique de la captation de vue, etc. Donc, du coup, on a intégré dans Meshroom cette possibilité. Donc là, vous avez un exemple, toujours qui ne joue pas, mais c'est pas grave, il y aura des démos après. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient mélanger une photogrammétrie, donc le décor qui a été shooté quelques jours avant le tournage, avec la caméra de prise de vue réelle. Et comme ça ne joue pas, vous n'allez pas voir. Je peux pas quand même avoir le petit play en régie, éventuellement, de ça, de jouer la vidéo, parce qu'elle est assez courte, mais elle est intéressante. Je ne sais pas, non, oui, non, peut-être pas, non, non. Bon, bah, c'est pas grave. Alors oui, ce que je disais, c'est que donc on a la photogrammétrie du plateau, on a les différents shots de la live action, et on vient mélanger dans le même univers 3D. On vient augmenter, on va dire, le décor qui a été reconstruit par la photogrammétrie par les différentes images des différentes caméras, des shots 3D. Donc sur la partie droite, vous voyez des petites caméras un petit peu isolées, c'est la photogrammétrie, mais justement, là, comme c'est une image arrêtée, vous verriez les différents shots des caméras. C'est pas grave. Le dernier pipeline qu'on a mis dans Meshroom, alors là, c'est pas la récupération du décor ou bien de la lumière ou de la caméra, c'est la roto-animation 3D des personnages, en particulier de leur visage. Donc là, pour l'instant, c'est un pipeline qui est en interne, mais c'est un pipeline nodal. Donc l'idée est de récupérer la position et la déformation du visage de chacun des acteurs de manière à pouvoir leur appliquer des effets spéciaux.
C'est pas du deepfake. Le deepfake, ça part d'images 2D, ça donne des images 2D après apprentissage des images de l'acteur et beaucoup de temps de calcul et avec des contraintes assez fortes sur l'éclairage et la position de l'acteur par rapport à la caméra. Là, l'idée, c'est de reconstruire le personnage en 3D, réellement. Donc, sa position par rapport à la caméra, son éclairage, etc. Et ses déformations en 3D. Donc voilà, si vous voyez, donc c'est encore un autre pipeline de Meshroom. Et on génère ce genre de mesh avec plusieurs possibilités. Soit on a un scan de l'acteur en 3D, soit on n'a pas de scan et du coup on s'arrange pour partir soit d'un modèle générique, soit de faire de la photogrammétrie de l'acteur. Enfin, on peut combiner pas mal de techniques là pour arriver à une roto-animation 3D la plus fidèle possible de l'acteur. Ça, c'est ma conclusion. Donc, on a mis à disposition un certain nombre de pipelines dans Meshroom qui permettent justement de passer de données 2D à une représentation 3D complémentaire dans Meshroom. Et en fait, pour nous, là, l'enjeu cette année, c'est de positionner Meshroom encore plus de manière générique. Parce que, je vais vous donner un exemple simple. Quand on fait le camera tracking, je vous ai dit, on veut éviter de suivre le mouvement du personnage. Donc, ce qu'on vient faire, par exemple, on a mis un nœud de machine learning qui vient segmenter l'image au niveau des personnages. Donc, il fait un cut-out du shot de l'image. Et donc, on vient s'intéresser aux points caractéristiques qui sont derrière le personnage. Donc ça, c'est un simple exemple de nœud de machine learning qu'on a intégré dans la segmentation, un segment anything de Meta, qui est en open source, un vrai open source celui-là, qui est disponible même pour un usage industriel. Et donc, c'est un des nombreux exemples qu'on commence à faire d'intégrer des nœuds spécifiques de vision par ordinateur et de machine learning dans Meshroom, de manière à en faire une boîte à outils le plus générique possible, qui va permettre de construire une infinité de pipelines, on va dire. Pas seulement ces 4-là qui sont un peu historiques, la auto-animation qui pour l'instant est propriétaire, mais aussi, pourquoi pas, quelque chose qui ressemblerait un peu à Comfy UI, par exemple, pour ceux qui connaissent. Et je pense pas, voilà, oui. Ah oui, alors oui, comme on est open source, on a une association à but non lucratif qui s'appelle Alice Vision et qui regroupe les partenaires historiques, académiques et industriels qui ont contribué à l'origine du projet. Technicolor, c'est le principal contributeur puisque Technicolor finance les développeurs et chercheurs dans l'équipe. Au passage, on a 2 PhD qui essaient de garder des liens le plus possible avec la recherche académique, parce que vous le savez tous, la recherche académique dans ces domaines, ça bouge beaucoup. Donc, on essaie de garder ces passerelles avec la recherche. Et donc, on a 2 PhD, notamment à l'école des ponts Paris Tech et puis à l'INRIA aussi pour le tracking de visage. Voilà. Merci. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, peut-être un peu concrets d'usage de Meshroom dans certaines de vos productions ? Alors, Jérôme a parlé par exemple de Emilia Pérez. Voilà. Ça, c'est effectivement MPC Paris qui a fait la post-production. Et typiquement, le suivi de caméra. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il peut y avoir des plans très longs qui sont une grande amplitude de mouvement. Et ça, c'est assez intéressant que je dise ça parce que là où on est bon, justement, c'est quand on a beaucoup de parallaxe entre les différentes images. Et donc, l'estimation du mouvement de la caméra va se faire très facilement pour nous, alors qu'à la main, venir mettre des points caractéristiques sur une caméra qui se balade de manière rapide dans un décor, c'est plus fastidieux. Et c'est intéressant parce que les petits mouvements 2D, pour l'instant, on ne les fait pas parce que justement, il n'y a pas de parallaxe, mais c'est les plus faciles à traquer manuellement. Par contre, les grands mouvements d'amplitude, et je regrette de ne pas avoir mis d'autres vidéos de démonstration du coup, le règne animal aussi, les plans, si vous voyez, par exemple, les plans de drone ou les plans où la caméra, elle plonge avec une grue depuis l'arbre vers la créature, ça, c'est des mouvements de grande amplitude, on les fait automatiquement. Donc là, il y a vraiment l'idée d'être bon là où le tracking manuel était très fastidieux avant. Tout à l'heure, vous parliez de segmenter les images, de faire de l'apprentissage type machine learning. Ouais. Est-ce que vous regardez aussi les technologies qu'on évoquait, comme le Gaussian splatting, d'une manière de capturer les scènes 3D d'une manière Alors, je vais rebondir sur la segmentation, parce qu'on se dit, si j'ai pu faire un cut-out de mes personnages, de manière à m'intéresser à ce qui se passe derrière lui et traquer la caméra, je peux aussi peut-être me dire que ça peut être la base d'un outil de rotoscopie 2D. Donc ça, c'est quelque chose qu'on explore également, c'est-à-dire partir d'une découpe relativement grossière qui peut faire soit du slack compositing, donc quelque chose de très rapide, soit servir de base à un outil de détection de contours de personnages beaucoup plus fin, où là on part sur une technologie de trimap qui consiste à vraiment regarder ce qui se passe sur la transition entre le personnage et l'arrière-plan, et là de faire du machine learning sur des images d'apprentissage. Donc je ne réponds pas à ta question. Par contre, les technologies de Gaussian splatting et de NeRF, les Neural Inverse Rendering, comme on dit dans la littérature académique, donc c'est-à-dire c'est des outils qui sont intéressants. Pourquoi ? Parce que la photogrammétrie, elle a quand même des gros défauts. C'est que sur des surfaces peu texturées,
sur des surfaces brillantes ou transparentes, ou c'est des surfaces où il y a du spéculaire, les points de vue différents de la caméra permettront pas de reconstruire ces zones-là. Les rendus inverses neuronaux, au contraire, eux, permettent de déterminer dans chaque point la couleur et la transparence, et donc permettent de créer des vues intermédiaires, donc le NeRF ou le 3D Gaussian Splatting, et donc commence à donner des résultats un peu mous, on va dire, au niveau du maillage, mais très complémentaires de ce qui se fait en computer vision. Et en fait, moi, je dirais, la conclusion de tout ça, c'est un peu l'hybridation. Le secret, je pense, c'est l'hybridation entre les approches traditionnelles et les approches de machine learning, on va dire. Et donc, c'est pour ça qu'on met beaucoup d'efforts en ce moment dans ce pipeline nodal mushroom, parce que l'hybridation, elle va se faire dans la combinaison des différents nœuds, qu'ils soient de computer vision traditionnelle ou qu'ils soient de machine learning. Eh bien, écoute, c'est une bonne transition pour parler des... Alors, non pas d'une hybridation, mais là, on va rajouter du mouvement, surtout. Donc, c'est là où il y a une complexité supplémentaire. Et donc, on va parler de la capture vidéo volumétrique sur laquelle vous avez une approche tout à fait spécifique, French Touch Factory. C'est peut-être intéressant que vous puissiez la détailler déjà. Ben, merci beaucoup. Moi, je suis ravi d'être là. J'étais ici il y a 2 ans dans une plus petite salle pour présenter les résultats de notre prototypage en partenariat avec l'École des Mines Paris. À ce moment-là, on a annoncé notre besoin de financement pour passer à l'échelle, passer à quelque chose de plus gros. Et aujourd'hui, je suis content de vous annoncer qu'on a pu être financé par la Commission européenne et par France 2030 sur le projet qu'on monte. J'ai amené quelques slides également. Donc, le projet s'appelle ITACA, ça veut dire Immersion and Training with Holograms for Art, Craft et Audiovisual. C'est un projet en partenariat avec l'École des Mines Paris Tech, Fraunhofer Institute en Allemagne, Sergio Ochoa Studio en Espagne, un directeur VFX qui travaille pour la Casa de Papel, qui a aussi bossé pour le Hobbit ou Star Wars. Tout est parti de la photogrammétrie et French Touch Factory œuvre depuis 2017-2016, même un peu avant qu'elle soit même créée, dans la réalité virtuelle et augmentée. On avait à cette époque-là commencé à utiliser des outils, dont Mushroom, pour créer des environnements super réalistes dans lesquels on pouvait se promener en réalité virtuelle. C'était chose faite, c'était super, on pouvait se promener dedans. Au bout de 5 minutes, on commençait à s'ennuyer parce que ça manquait de contenu. On a commencé à rajouter des contenus texte, audio, mais c'était un peu mou, un peu erratique. On s'est dit, est-ce qu'il n'est pas possible pour nous, petits studios, de rajouter de l'humain dedans? Donc est venue cette idée de vidéo volumétrique. À cette époque-là, déjà, existaient des studios comme 4D Views, 8i, Microsoft s'était mis là-dessus, Intel aussi. Là, vous voyez à droite un studio, je dirais, classique, premium de vidéo volumétrique, qui consiste, comme la photogrammétrie, à capturer, mais à 30 images par seconde, des images photogrammétriques. Donc ça va amener de la photogrammétrie dans le temps, donc on passe de la 3D à la 4D, on peut dire ça comme ça. Et on peut aussi dire que c'est la matière pour réaliser des hologrammes. Bien sûr, les hologrammes qui s'affichent dans l'air à la Star Wars, c'est pas encore le cas, mais il existe des supports divers et variés pour pouvoir les afficher, écran autostéréoscopique, plaques qui vont très très vite de haut en bas, qui affichent finalement un hologramme, et des casques réalité virtuelle, réalité mixte également. Nous, on a pris un contre-pied un peu différent de ce qui se faisait jusqu'alors au niveau premium. On s'est dit comment on pouvait rendre cette technologie accessible à tous les petits studios, puisque le prix d'une capture volumétrique vidéo, je dirais la meilleure marché, c'est 4D Views pour l'heure en France en tout cas, et je pense pas que je peux identifier moins cher, en tout cas au niveau premium. C'est du 2005 à 3000 € la minute de capture, ce qui est pour un petit studio et pour des petites productions complètement inaccessible. Même des productions hollywoodiennes ont parfois du mal à se l'offrir. Donc on s'est plutôt basé sur des caméras un peu différentes, des caméras qu'on appelle RGBD, RGB pour la couleur et D pour la profondeur, qui elles vont émettre de l'infrarouge et restituer une tranche en fonction de leur point de vue, de ce qu'elles observent, donc d'un personnage en mouvement à 30 images par seconde. Donc vous voyez sur cette image-là un comédien pris avec, là pour le coup, c'est de 1 à 8, 9, 10 caméras.
Donc on descend l'échelle de prix également, et on descend un prix qui est aujourd'hui de 5 000 € la journée de capture. C'est un prix classique d'une petite structure de capture vidéo classique. Donc on a pu réaliser des prototypages et des démos. Là on est en train de sortir un logiciel pour 2025 qui est en version alpha. Je rentrerai un peu dans le détail du logiciel et de ce qu'il permet de faire juste après. Donc, vous voyez la capture de Sandra Lou, une présentatrice télé sur la gauche, qui a été capturée avec 8 caméras. Ces caméras vont, avec notre logiciel, permettre de générer un flux vidéo avec de la volumétrie en même temps, ce qui rend la chose compatible avec tous les supports, notamment Android, Quest, même sur les browsers web. On a réussi à faire un portage en WebGL courant de l'été. Dans un mois ou deux, le web GPU va sortir aussi sur les navigateurs. Il va permettre justement d'aller encore plus loin dans l'exploitation des GPU pour pouvoir accélérer le rendu graphique à 30 images secondes de nos captures volumétriques. Donc là, vous le voyez, Sandra Lou qui présente le télescope spatial James Webb et quelques nouvelles de l'espace, qui est affiché en réalité augmentée, en petit format, grand format. Donc, en travaillant sur cette vidéo volumétrique, je dirais, à coût abordable, on avait des données aussi qui sont beaucoup plus légères que ce qui se fait de manière premium. Et on s'est rendu compte, un peu cerise sur le gâteau, que autant ces flux qui pèsent une demi-heure de contenu, c'est 2 gigas maximum, c'est pas plus qu'une vidéo, ça nous donnait l'opportunité de les live streamer. Donc on est à la fois compatible sur tous les supports que je vous indiquais, mais on peut faire du live streaming de vidéos volumétriques de C1 à 8, 9, 10 caméras. Donc des cas d'usage qui vont arriver, de concerts augmentés chez soi en réalité virtuelle ou augmentée, des présentateurs augmentés, des interviews de sportifs de haut niveau, pour tout ce qui est entertainment. Et on travaille aussi avec l'aspect plus industriel, plus formation, tout ce qui est formation aux gestes techniques dans l'industrie, dans l'artisanat, mais également on est partenaire de l'hôpital Bichat et de l'INSERM pour tout ce qui est transmission des gestes chirurgicaux, à la fois en formation, mais aussi assistance à distance d'opérations en 3D. Bien sûr, les besoins des chirurgiens et les besoins de l'audiovisuel ne sont pas les mêmes, donc ça demande une adaptation claire. Un bloc opératoire, c'est exigu, il y a beaucoup de machines déjà, on ne doit pas déranger les chirurgiens. C'est moins de caméras que pour une séquence de formation ou de vidéo sur un présentateur, et une demande de qualité accrue aussi. Donc des différences de streaming, moins de caméras, plus de qualité, comment on va streamer du 4K, ce sont les questions qu'on se pose actuellement. Voilà, notre premier client il y a 2 ans, c'était Jean-Michel Jarre, qui avait collaboré avec le métavers VR Room, qui avait sorti son album Oxymore dans le métavers, VR Chat, puis après VR Room. Et nous, on avait filmé Jean-Michel Jarre en live streaming, et on pouvait le voir en live, en hologramme, dans ces univers virtuels. Donc le partenariat, je rentre un peu dedans. J'indiquais qu'il y avait l'école des mines de Paris, Fraunhofer et Sergio comme partenaires fondateurs du projet Ithaka. On est aussi associé à des bêta-testeurs. La version alpha est sortie en septembre. On l'a bêta-testé à la CST avec Michel Réac, qui est curateur de la Biennale de Venise XR. Le CERFAV, qui est le Centre européen de l'art verrier, nous accompagne aussi. Cas d'usage extrêmement complexe, l'art verrier, puisqu'il y a de la transparence, il y a la chaleur, il y a des petits outils et des gestes précis. L'école Méliès aussi, je salue ici. Et dernièrement, Mediactive Broadcast, qui sont présents aussi au Satis, pour toute la partie live streaming qu'on va développer dans l'année qui vient. Rentrer un peu dans le détail des problématiques qu'on rencontre. Donc, il y a la synchronisation des caméras dans le temps, c'est un premier verrou technologique. Donc ces petites caméras Kinect Azure, Orbeck Femto, OAK Z Camera sont bien souvent fournies avec des possibilités de les synchroniser de manière hardware. Donc disons que c'est plus ou moins réglé. Mais si on utilisait d'autres types de caméras ou on montait nos propres sensors, ça serait quand même à prendre en compte. On a ensuite des problématiques, puisqu'on est en temps réel,
de bande passante, puisque nos caméras sont branchées en USB. Donc, brancher 8 caméras sur un seul PC, ça devient un peu compliqué. Et si on a du frame drop, on a aussi une perte de synchronisation. Comme les caméras émettent de l'infrarouge, forcément, si elles interfèrent l'une avec l'autre, le résultat n'est plus très très probant. Ça va amener du flickering dans l'image, pas très joli. Donc on travaille à la mise en place pour chaque caméra, un micro-ordinateur, un Jetson Nano, qui va permettre de libérer la bande passante de chaque caméra. Et comme ça, on peut récupérer le flux séparément avec ces petits cerveaux qui vont ramener sur l'ordinateur maître le résultat final à l'affichage. L'alignement des caméras dans l'espace, aussi gros verrou technologique, puisque voilà, on capture dans l'espace de manière... on ne capture pas dans l'information des mains, des gestes techniques comme on va capturer un acteur où on se mettra plutôt à 360 degrés autour de lui. Un pianiste, on mettra des caméras au-dessus de ses mains aussi. Donc le rig de capture volumétrique est amené à varier si on veut un résultat intéressant. Donc il faut pouvoir automatiquement retrouver la position des caméras dans l'espace. Donc là-dessus, on s'est inspiré d'algorithmes de l'industrie qui sont des Iterative Closest Point, qui permettent de retrouver topologiquement ou grâce à la couleur les correspondances entre chaque caméra. Si elles ont donc du recouvrement, c'est possible de les réaligner. On fait aussi appel à de l'IA grâce aux squelettes qui sont générés par ces caméras-là. Un squelette déjà permet d'avoir un alignement global, je dirais pas très précis, et derrière on met ces ICP en route pour un alignement plus précis. Et après, quand on a toutes ces slices de caméras alignées les unes sur les autres, ça reste des morceaux les uns sur les autres, donc il faut pouvoir les fusionner. Donc là, c'est toute une ribambelle d'algorithmes possibles pour pouvoir faire de plusieurs points un seul point qui soit à la fois dans l'espace et dans la couleur. Donc de l'algorithme de Truncated Scene Distance Functions, de projection, etc. qui permet de faire tout ça. Et derrière tout ça, il faut pouvoir reconstituer un mesh ou des VFX avec des jolies particules. Et pour ce faire, donc il y a des algorithmes de ray marching pour de l'affichage qui ressemble à un mesh, marching cube, poisson, etc. Donc on teste tout ça. C'est beaucoup de boulot. Et on essaie d'identifier les méthodes qui permettent de rester en temps réel. Et aussi, en fonction du niveau de qualité, se dire si c'est pas temps réel, on peut peut-être avoir une meilleure qualité en perdant en temps réel, mais pour des cas d'usage différents. Voilà, je présentais typiquement une méthode, mais je ne vais pas rentrer là-dedans particulièrement, de fusion. Peut-être on va s'arrêter là. Je n'ai pas d'autres slides, je crois. Voilà. Très bien. Merci François. Et peut-être ce qui est intéressant aussi, c'est de dire que par ailleurs, vous êtes très investi dans l'immersif. Est-ce que vous voyez peut-être plus d'usage dans ce domaine de la XR, de la réalité augmentée, que peut-être dans le domaine du cinéma qu'on a pas mal abordé avant à travers la photogrammétrie? À l'origine, nous on est issus, je dirais, depuis 2016 d'un studio XR. Donc on avait développé cette techno pour la XR, avec pour vocation d'intégrer de l'humain dans les mondes virtuels. Parce que jusqu'à aujourd'hui, dans les métavers, en vous disant, voilà, le mot est plus à la mode, mais voilà, dans les mondes virtuels, on voit des avatars rigués, ce qui se fait classiquement dans les jeux vidéo. Mais on a vite... l'Uncanny Valley arrive très vite. C'est des super résultats, c'est des panthères articulés, mais on n'a pas des expressions faciales. Donc dans des mondes virtuels très réalistes grâce à la photogrammétrie ou grâce au Gaussian splatting, comment peut-on avoir des expressions faciales et l'impression d'avoir quelqu'un en face de nous? C'était tout l'objet du projet. Se rendant compte qu'on pouvait live streamer ça aussi, des nouveaux cas qui pourront mettre en avant les technologies virtuelles, donc télécommunication holographique, holoportation, téléprésence, peuvent amener un nouvel éclairage sur la réalité virtuelle qui aujourd'hui a une croissance, mais une croissance un peu faible et limitée. Le Vision Pro d'Apple n'a pas eu l'impact qui était annoncé, même si ça croît lentement, et on pense que de la télécommunication holographique peut être un game changer sur ce genre de technologie. Est-ce que vous, acteur plus investi dans le cinéma, comment vous voyez l'évolution vers la capture vidéo volumétrique? C'est quelque chose que vous regardez aussi de près?
il y a un secteur qui est très dynamique chez nous, c'est la publicité, parce que les annonceurs sont très friands de nouvelles expériences immersives, que ce soit dans les corner shops ou dans les installations du type la Sphère à Las Vegas, etc. Donc là, c'est assez intéressant pour nous parce que c'est des projets plus courts qu'un long métrage, même si la Sphère de Las Vegas, quand on a participé, c'est pas si court que ça, avec des problématiques de résolution, etc. aussi qui sont associés. Donc ouais, la pub, on va dire, est très friande d'univers immersif. Donc on sent que là, il y a une envie de proposer des nouvelles expériences de consommateurs, on va dire, ou des nouvelles expériences d'utilisateurs qui sont pour nous plutôt pas mal. Et puis après, je pense qu'au tournage, où effectivement, c'est un peu ce que j'essaie de dire. En fait, la possibilité d'avoir plusieurs dispositifs d'acquisition, qu'elles soient monocaméra, multicaméra, caméra 360, lidar, etc., on voit que là, il y a quelque chose qui est possible pour avoir, on va dire, des temps de récupération de données plus rapides, plus courts, parce qu'un tournage, finalement, ça se passe très vite. Jérôme, bien passé pour savoir, on leur laisse pas beaucoup de temps à faire l'acquisition. Et donc, la combinaison de ces différents devices, ça permet aussi de gagner du temps et de la qualité, même au niveau du tournage. Je ne sais pas si je reprends ta question, Marc. Oui, non, tout à fait. Je ne sais pas si, Jérôme, vous regardez aussi cette technologie. Je dirais que nous, on est assez... Alors, c'est assez complémentaire. Nous, on traite vraiment donc, des environnements et des objets. Il y a une certaine complémentarité vis-à-vis de l'humain et de la capture du mouvement, comme l'a présenté François, pour certains projets. On intervient aussi sur ces dernières années sur des projets en réalité virtuelle, où on numérise des environnements qui sont ensuite, pour une expérience immersive, récupérée, et on pense à de l'intégration comme ça, même si le développement n'est pas le même, puisque la capture volumétrique, le fait que ce soit animé, on n'a pas forcément autant de marge de manœuvre sur le traitement. Peut-être que ça va changer justement avec l'apprentissage profond, le fait de faire du relighting potentiellement sur des choses déjà animées, on pourrait l'envisager. Le fait que le contenu hybride, comme tu parlais Benoît, c'est quelque chose qu'on peut envisager. Et je pense aussi que sur les nouveaux casques qui sont en train de sortir, on sent quand même si ça prend du temps et que c'est pas encore une adoption massive, je pense que le positionnement il est intéressant et c'est un marathon en fait. C'est vraiment une industrie qui va se construire petit à petit, et je dirais que c'est plus la pertinence des projets autour de ces technologies-là que vraiment demain une adoption massive. C'est vraiment les projets qui vont construire le marché, quoi, je pense. Et de ce point de vue-là, c'est une question que je ne vous ai pas posée, François, mais vous parliez qu'aujourd'hui, vous avez des clients déjà dans le domaine médical notamment qui veulent capter les gestes. On aurait pu se dire qu'ils pouvaient prendre aussi de la motion capture. Alors évidemment, installer un set de mocap dans un bloc chirurgical, c'est pas forcément facile, voire pas possible. Mais au-delà de ça, il y a une concurrence aussi quand même des technologies, j'imagine. Est-ce que quelque part, qu'est-ce qui fait que la vidéo capture a peut-être plus de potentiel, quoi. Ça paraît évident, mais peut-être c'est intéressant de... Non, pas du tout. Il n'y a pas plus de potentiel dans la vidéo volumétrique que dans la motion capture. D'ailleurs, moi, souvent on confond, quand je présente d'ailleurs notre technologie avec la motion capture, puisque les gens ne connaissent pas ou peu la vidéo volumétrique. Mais ce sont des technologies complémentaires qui vont amener sur des gestes techniques, artisanaux ou industriels, à ce qu'on appelle le grand jumeau numérique. Voilà, le jumeau numérique dans l'architecture, on l'a connu, le BIM, qui utilise de la photogrammétrie, du son, des données scientifiques, etc., toutes les mesures, voilà. Ces technologies-là peuvent amener au jumeau numérique du mouvement. Donc on a besoin de la mesure du squelette, la mesure de la motion capture, mais également de voir le geste, de voir le retour, je sais pas, émotionnel, pourquoi pas aussi, c'est important. Et avec une différence aussi, c'est que les procédés de motion capture grand public, bon marché, utilisent de l'IA. Et cette IA-là va nécessairement amener un delta d'erreur, un delta de faux, de fake. Elle va inventer de la donnée. Or nous capturons le réel, et l'image que l'on voit, elle est mesurée millimétriquement. Donc on est vraiment pas sur la même chose. Il y a bien sûr des motion capture qui
qui capturent du réel, mais c'est des dispositifs qui coûtent assez cher à mettre en place, qui prennent qui prennent de la place, etc. Je vais faire quelque chose que la régie ne m'a pas demandé de faire, mais comme je vois qu'il y a quand même des spécialistes dans la salle, j'avais envie que certains d'entre vous, si vous avez des questions, il nous reste un peu moins de 10 minutes, que vous puissiez les poser. Donc je vais faire circuler un de vos micros. Merci pour cette conférence, c'était très intéressant. Vous avez énormément parlé de tout ce qui est capture de la géométrie, mais pas du tout ce qui est capture des matériaux. Et je voulais savoir où on en était par rapport à ça, parce que la géométrie, ça fait un moment qu'effectivement, il y a des solutions, au moins pour du fixe, mais au niveau des matériaux, les avancées sont quand même beaucoup plus lentes, j'ai l'impression. Et je me demandais si vous voyez des potentielles avancées dans le futur. Alors ça c'est une bonne question. Donc je répète la question, enfin si on a tous entendu mais pas nous, donc capture la géométrie, mais quid de la capture des matériaux? Alors dans Meshroom, il y a un truc dont je n'ai pas parlé du tout, mais qui est vraiment quelque chose qui intéresse les archéologues en particulier, c'est ce qu'on appelle la stéréophotométrie, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre une capture avec plusieurs angles de vue, mais pour chaque angle de vue, on peut disposer de plusieurs sources d'éclairage. Et du coup, on arrive à obtenir des cartes de normale qui justement permettent de déterminer de manière beaucoup plus fine la constitution du matériau. Parce que la photogrammétrie, en fait, ça fait un maillage dense, mais pas toujours très précis. Et la stéréophotométrie vient compléter. Donc ça, c'est une réponse sur laquelle nous, on travaille. En fait, ça serait prendre moins de photos, mais avec plus de sources de lumière différentes. Et donc, du coup, Jérôme connaît bien aussi cette problématique. Après, comment on arrive, pour chaque axe de prise de vue, générer facilement ces sources de lumière qu'on viendrait déclencher en série. C'est quelque chose sur laquelle on travaille aussi, soit avec des dispositifs et donc encore une fois implémenter. Alors pour ceux qui download Meshroom, il y a des nœuds de stéréophotométrie dans Meshroom. Voilà. C'est la réponse. Pour compléter, alors rapidement pour nous, c'est vrai qu'on a tendance à livrer sur la partie environnement même objet des assets assez bruts. Malgré tout, dans un souci, et on va avoir de plus en plus le cas de vouloir pérenniser des lieux pour les réutiliser potentiellement. Alors c'est une vraie question, on pourrait discuter une heure encore en plus là-dessus. On réfléchit nous beaucoup, on va dire, à de la cross-polarisation potentiellement sur des petits sujets, quand c'est maîtrisable on va dire, parce que sur l'environnement c'est pas facile. Mais en fait on est en train de faire un listing et on travaille avec des partenaires, donc c'est un truc qu'on a commencé il n'y a pas longtemps, je dirais, pour définir un cahier des charges et savoir justement quel type de map on utilise dans quel cas, quand on parle de temps réel, quand on parle de précalculé, pour justement avoir du PBR, des choses un petit peu pérennes et qui rentrent dans les cahiers des charges des différents artistes en fonction de leurs besoins en fait sur ces livrables. Donc voilà, on pourra en reparler après, mais c'est une vraie question. Ouais, voilà. Je vais redonner la parole au public, mais est-ce que de ce point de vue-là, des standards de description des scènes 3D comme OpenUSD sont... Ah pardon. Oui, USD, ça c'est une question que je voulais poser d'ailleurs justement. Est-ce que vous suivez donc ces standards comme l'OpenUSD dans la description des environnements je vais te donner une réponse rapide. Bon, maintenant il n'y a plus de débat au niveau de la passerelle d'échange de données entre les différents outils DCC du marché. L'USD est quand même le standard open source proposé par l'Academy Software Foundation, enfin Pixar et compagnie. Après, il y a l'USDZ qui permet de streamer, c'est ce qu'utilise Apple justement. Et je me demandais si justement François utilisait ça. Je sais pas. C'est une contrainte, mais l'USD est un descripteur de scène. Nous, on s'oriente sur la capture d'un personnage en mouvement. Le reste de la scène pourrait être streamé pour amener un décor, et c'est nécessaire d'avoir un décor. Donc absolument, on va utiliser ça à un moment ou à un autre, ou des formats plus classiques qu'on connaît. Par contre, l'idée c'est comment notre technologie et notre format, je dirais, qui rend la profondeur et la couleur en vidéo, pourrait être, si on le normalise, intégré dans USD justement. Et ça m'amène au standard de streaming de vidéo volumétrique. Donc Apple, avec l'Apple Vision Pro, a sorti le MVHEVC qui est censé normaliser
les échanges de vidéos volumétriques. Donc à regarder parce qu'il y a des choses qui se mettent en place. Et nous, on essaye on est content de ce qu'on a développé parce que ça va en plein dans la même logique que le MVHEVC, mais on va pouvoir l'adapter, peut-être même améliorer le MVHEVC dans nos recherches. Bonjour à tous, Franck Petitat de l'école Georges Méliès. En fait, déjà, premièrement, je tiens à remercier parce que vous avez aujourd'hui 3 entreprises qui se sentent concernées par l'avenir des jeunes générations et qui prennent du temps sur leur temps de travail pour venir transmettre dans nos écoles leur passion et leur technologie et leur savoir-faire sur la narration, pour rebondir sur ce que disait Benoît au tout début. Petite question pour François, tu parlais de 30 images. Et l'évolution, donc on a bien compris que tu es déjà à 30 images et avec ce qui va arriver, tu es en train de travailler sur quoi pour que dans le casque on puisse avoir des choses encore un peu plus probantes. Et la question du coup c'est... Tu as dit tout à l'heure dans ce que tu as présenté que tu étais à 30 images, tu capturais à 30 images. Ouais. Est-ce que c'est l'évolution ou c'est vers quoi tu tends en fait? Ah non, 30 images secondes on le fait maintenant. Voilà, c'est ça. Voilà. C'était pas bien clair. Après la question c'est quelle caméra va permettre de capturer à 30 images secondes avec quelle qualité. Si on prend des caméras bon marché comme Kinect, Asio, Orbeck, c'est un peu les standards qu'on utilise pour notre développement, parce qu'elles sont généralistes je dirais. 30 images secondes on arrive à du 2K, 3K, à 4K on descend à 15 parce que les caméras ne peuvent pas aller plus loin. Au-delà de ça, les studios premium, eux peuvent s'équiper de caméras pouvant faire du ralenti à 120 images secondes ou davantage. C'est la question du coût. Bien sûr, chaque caméra après demande chez nous une ingénierie pour pouvoir la greffer dans le pipeline. Voilà, on essaiera d'être le plus... d'avoir le plus de caméras possible. Tepsca, je disais Kinect, Orbeck, Intel RealSense, pourquoi pas, Apple aussi, ou d'autres caméras qui sortiront prochainement. Mais à chaque fois, c'est du boulot et ça demande de pouvoir les intégrer. Quels sont les cas d'usage derrière? Est-ce que avoir 120 fps, c'est une demande ou est-ce que c'est trop cher? Tout ça, il faut le jauger, c'est le marché qui le dira et la technologie en face. Merci. Alors, à moins qu'il y ait une toute dernière question, on a passé l'heure donc avec mes intervenants que je remercie pour leur avoir délivré leur expertise et de manière très, très ouverte. J'en profite pour dire que là, on était vraiment dans un domaine très innovant, puisque vous l'avez compris, ça continue d'évoluer, en tout cas pour la capture volumétrique et pour la photogrammétrie également. Que nous, Cap Digital, on a un pôle de compétitivité, je profite pour dire une association donc, qui aide les entrepreneurs notamment, ou les associations, enfin les acteurs du marché à évoluer vers l'innovation, donc à collaborer aussi entre académiques, grandes entreprises, plus petites. Et donc on peut vous accompagner si vous êtes en recherche de financement, de structurer votre projet, de trouver des partenaires dans le domaine de l'innovation. Voilà, merci et puis bon satis. Merci.